Alors, on a un temps très très court pour régler un problème très gros. Vous savez qu'un homme a deux grandes crises dans sa vie, deux périodes. C'est de deux âges en fait, c'est de 14-18 à 39-45. Donc on va parler que la première crise, la crise de l'adolescence, qui est un passage très difficile. D'ailleurs, quand je vais dans un mariage, je leur dis préparez-vous, dans 14 ans, c'est la crise. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont tranquilles, sympathiques, rigolos. Je leur dis non, non, préparez-vous, blindez-vous, prenez un gilet pare-balles, prenez parce que ça va être très très difficile. Ils ne comprennent pas, mais après ils comprennent. Un papa juif n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur puisqu'il va s'arracher les cheveux de toute façon. Ouais. Donc vous savez qu'il y a trois grandes périodes chez un homme, Katan, Nahar et Gever. D'abord l'enfant il est Katan, il est petit, c'est le meilleur moment d'ailleurs. Ensuite il est Nahar, alors là il est jeune homme, il est adolescent ou jeune fille. Et après il Gever, après il devient un homme. Maintenant ces trois périodes-là, elles ressemblent exactement à l'histoire des Béné Israël, parce que les Béné Israël étaient en Égypte. Ensuite, ils étaient dans le désert. Et ensuite, ils sont rentrés en Eretz Israël. Maintenant, parce que ce qui existe au niveau macro, en gros, ça existe au niveau micro, au niveau petit, c'est la même chose. Comme l'univers, il a une forme atomique. L'univers, c'est le Soleil avec les planètes autour. Exactement pareil, l'atome, c'est un noyau avec des électrons autour. Maintenant, cette étape-là, la première étape, les Béné Israël étaient en Égypte. Tout le monde sait que Mitzrayim en hébreu, ça veut dire Metzarim. Metzarim, c'est les limites. Là-bas, le roi d'Égypte, c'était Pharaon. Et l'enfant, il est exactement comme les Béné Israël en Égypte, parce que l'enfant, il est dans une prison. Il est dans la prison de ses limites personnelles, la prison de ses parents, la prison de l'école. Donc, tout le temps, il doit faire, il n'a pas le droit de faire. En fait, il est en Égypte. Après, il rentre dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est l'adolescence. Maintenant, Midbar, en hébreu, ça veut dire désert, mais Medaber, ça veut dire parler. C'est à ce moment-là qu'il faut parler avec l'enfant. Mais c'est à ce moment-là que tu n'as plus envie de parler, parce que tu es tellement dégoûté jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, et c'est très dur de parler. C'est aussi à cet âge-là que lui-même ne veut plus parler. Tout le monde a remarqué que l'enfant, après la bar mitzvah, paf, il change. Oui, on va expliquer pourquoi après. Et là, à ce moment-là, il doit recevoir la Torah, comme les Béné Israël dans le désert qui ont reçu la Torah, et ils doivent apprendre un métier ou devenir Rosh Kolel, bon, et ensuite ils se marient. Quand ils se marient, ils rentrent, là c'est comme en Eretz Israël avec la Torah. Maintenant ils rentrent en Eretz Israël, et là c'est le moment de l'adulte. Donc la période enfant, elle correspond à l'Égypte, la période adulte, elle correspond à la rentrée en Eretz Israël avec la Torah, et la période adolescente, c'est entre les deux. Alors maintenant on appelle ça en français un passage à vide. Oui, parce que le désert, c'est désert. Vous savez, dans le désert, vous pouvez emmener que ce qui est nécessaire. Maintenant, l'enfant, il est dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus vraiment un enfant, mais il n'est pas encore un adulte. Il est assez grand pour faire des bêtises, mais pas assez grand pour s'en rendre compte. Donc c'est très difficile, parce que quand tu veux lui expliquer, il ne comprend pas. Mais par contre, les tralouettes du Yetzirah, il les comprend tout de suite. Oui. Donc c'est ça la difficulté un peu, c'est comment on va fonctionner un peu en aveugle. C'est pour ça que cette période, elle est tellement compliquée qu'il y a un grand rave américain, il avait dit il faudrait les piquer, leur faire une piqûre à 14 ans, il est réveillé à 19 ans. Devant la choupa. Ça y est, mon fils, tu es prêt? L'autre, il ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Ouais, après, il voit la beauté de la Kala, il dit bon, ça, c'est pas grave, on verra plus tard ce qui s'est passé. Mais cette idée-là, que c'est une période qui est tellement troublée, tellement troublante, et chacun, il sait, chacun d'entre nous, ouais, il sait comment ça fonctionne, c'est compliqué. Que les enfants non religieux, ils veulent devenir religieux. C'est la crise, ouais. Les enfants religieux, ils veulent être pas religieux. Pas chas shalom, pas religieux. Mais un pantalon noir serré avec des boutons en fer. Mais c'est un jean. Non, c'est pas un jean, papa. Non, c'est comme, ouais, c'est Keilou. Et cette logique-là, que chacun, il veut essayer de trouver les limites, de pousser. Pourquoi? En vérité, c'est normal. C'est la crise. Maintenant, cette crise-là, le problème, c'est qu'elle est nécessaire. Parce que le Rav de Brisk, il a dit que plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Moi, dans ma petite expérience de quelques milliers de couples, je pose toujours la question, comment s'est passée la crise d'adolescence? Alors, il y en a, déni complet, ils disent, il n'y a pas eu de crise. Déni, le tzaddik, d'accord? Moshe Rabbeinu réincarné. Il y en a qui disent il y a une crise, bon, ça s'est bien passé. Il y en a qui disent ça s'est très mal passé, d'accord? Chacun selon comment est-ce qu'il a vécu la crise. Mais cette crise-là, en vérité, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que on a dit c'est quoi la crise?
c'est la fin de l'enfance et le début de l'adulte. Donc ça veut dire que l'enfance, c'est quoi? C'est le monde du rêve, c'est le monde de l'illusion, c'est le monde de Walt Disney, et c'est le monde que tout le monde, tout le monde c'est des tzadikim, mais tout le monde c'est des rechaïm. Le monde des adultes, c'est le monde de la maturité, c'est le monde de la compréhension, c'est le monde du recul. Le problème, c'est entre les deux. On sort de l'illusion et on doit rentrer dans la réalité. Maintenant, quand la rentrée dans la réalité elle est trop violente, ça veut dire que les enfants sont obligés de compenser l'immaturité des parents. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que quand les parents se noient, donc les enfants sont obligés de faire les adultes. Or, rappelez-vous qu'il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé que de voir que les maîtres nageurs se noient. Oui, Saint Calvahamor, il dit, si déjà, eux qui sont censés me donner l'exemple, ils se noient, alors comment je vais surnager, moi? Donc c'est ça le problème. C'est que vous avez compris qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant soi, il faut éduquer l'enfant qui est en soi. Maintenant, si nous-mêmes on se conduit comme des gamins, on ne peut pas exiger de nos enfants qu'ils se conduisent comme des adultes. Et comme il y a un effet compensatoire, et que nos enfants, grâce à Dieu, c'est des très bonnes neshamot, donc quand nous on se conduit comme des enfants, eux pour compenser, ils vont faire les adultes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants que j'ai eu au téléphone, ou le nombre d'adultes que j'ai eu au téléphone qui me disent « Mais Ramen Chetrit, moi j'ai passé toute mon enfance à faire le tampon entre mon père et ma mère. » Ouais, parce qu'ils étaient comme des gamins et moi je disais papa calme-toi, maman c'est pas grave, supporte son caractère. Le problème c'est que quand un enfant à l'âge où il devait être enfant, vous l'obligez à être adulte, alors à l'âge adulte il va faire l'enfant. Ça s'appelle les montants compensatoires. C'est très simple. Moi j'ai pas fait d'études, donc je vous explique des mots simples. Ouais. La psychologie c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Ça peut être une dépression, un divorce, ouais, un refus de croire qu'on a droit au bonheur. Vous me suivez? Ouais, un transfert de culpabilité. Tout ça, ça vient du fait que l'enfant, à un moment, il avait besoin de rêver, il avait besoin d'être insouciant, il avait besoin d'être heureux naturellement. Et nous, on lui a obligé à devenir adulte. Combien de papas? Tu sais, pense à ton avenir, quelles études tu vas faire, quelle fille tu vas épouser, quel milieu tu vas côtoyer. N'oublie pas, on est un bait vegan, n'oublie pas, Pognovitch, n'oublie pas. Alors l'enfant il dit, papa, j'ai 6 ans. Oui, mais c'est pour ton avenir, il faut mieux que tu réfléchisses avant, tu sais pas ce qui peut t'arriver. J'ai 6 ans. En fait, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un transfert de ses erreurs à lui sur l'enfant. Oui, il ne voudrait pas que l'enfant il fasse les mêmes erreurs que lui. Mais je vous rappelle que la maturité, c'est le fruit de l'expérience. Et l'expérience, on ne peut pas hériter l'expérience. Il faut vivre l'expérience. Maintenant, nous, on voudrait que nos enfants ils profitent de notre expérience. Donc, ils ne vont pas la vivre, l'expérience. Et c'est ça, c'est le signe de l'immaturité. C'est quoi l'immaturité? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne sait pas. C'est quelqu'un qui ne vit pas en fonction de ce qu'il sait. Donc, entre celui qui ne sait pas et celui qui ne vit pas en fonction de ce qu'il sait, les deux sont immatures. Maintenant, tu peux être immature avec un chapeau et un frac. Comme tu peux être immature en étant ingénieur. Et la maturité, c'est le fruit de l'expérience. Et l'expérience, c'est le fruit de la confrontation. Maintenant, quand il n'y a pas de confrontation, parce que la personne dit, écoute, tu n'as pas besoin de te confronter, je vais t'expliquer comment ça marche. Le gars, il dit, ok, il prend la culture. Mais quand il arrive devant le marassé, devant l'action, ça ne marche pas la culture, c'est la nature. Il faut que la maoud de la personne, elle ait changé. Il faut que la maoud de la personne, elle soit forte. Et là, malheureusement, elle n'est pas forcément acquise. C'est ce qu'ils disent les chachamim. Atikrim meurasa, moracha et la meurasa. C'est-à-dire que la Torah, au début, elle est un héritage. C'est ce que tes parents ils t'ont dit. Et après, elle devient une fiancée. Maintenant, la fiancée, tu vas avec elle, tu t'approches d'elle, tu l'épouses, tu l'assumes. Il faut que ta Torah, elle soit assumée. Mais comment on fait pour que l'enfant y passe d'une Torah imposée à une Torah assumée? Maintenant, d'assumer la Torah et d'assumer la vie, c'est pareil. Parce qu'il va assumer son Yetzer Hara ou il va mentir? Il va dire non, non, j'ai rien fait. Est-ce qu'il va assumer ses ta'avot ou il va dire j'en ai pas du tout? Chazvé Shalom, je suis le Hazonish. Ouais. Est-ce qu'il va assumer sa parole ou il va mentir? Parce qu'il a remarqué qu'en mentant, ça marche bien parce qu'on le croit. C'est normal parce que celui qui le croit lui aussi, il ment. Ça fait un club. Ouais. Il dit la logique, c'est ça. C'est que nous, on va accompagner l'enfant vers la maturité. Mais encore une fois, ce chemin, on est censé l'avoir fait nous-mêmes. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il faut, si on ne l'a pas fait, il faut le faire très très vite.
Parce que l'enfant, il va mettre à peu près 14 secondes à se rendre compte qu'on n'est pas nous-mêmes. C'est ça qui déstabilise les enfants. Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, l'insouciance, ça existe. Vous savez, l'insouciance, c'est une période, vous êtes tous passés par là, enfin toutes passées par là. En fait, c'est que on a dit, vous avez compris, l'enfant, il passe par 3 périodes. Nous, on parle de la période intermédiaire, Nahar. Mais Nahar, ça veut dire un jeune homme, ça veut dire aussi un fleuve. Ça veut dire aussi quelque chose qui bouge. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il bouge. Il bouge. Maintenant, il bouge bien, il bouge mal, mais il bouge. Maintenant, rappelez-vous toujours, pour ne pas désespérer, que c'est plus facile d'orienter quelqu'un qui bouge que de faire bouger quelqu'un qui ne bouge pas. C'est-à-dire que si, chas shalom, l'enfant il tombe dans le mutisme, ou dans l'angoisse, ou dans la dépression, alors là, c'est impossible. C'est très, très, très dur de faire bouger quelqu'un qui ne bouge pas. Maintenant, quelqu'un qui bouge, il a besoin d'orientation, il a besoin d'encouragement, il a besoin d'amour, il a besoin de Torah, il a besoin de Treha. C'est pas grave. Oui, on s'occupe de lui, on l'accompagne, et on va l'aider, Bezrat Hashem, à trouver son chemin. Ça, c'est ça, Chanor, Anar, Alpi, Darko. Oui, Darko, c'est pas le masculin de Darka, ça n'a rien à voir. Darko, c'est son chemin. Maintenant, vous savez que la Torah, elle parle de tout, la Halakha, elle parle de tout, mais il n'y a pas de Shulchan Aruch du Chinour. Il n'y a pas un Shulchan Aruch pour te dire avec un enfant comme ça, tu fais comme ça. Il y a plein de livres qui ont été écrits, mais c'est très bizarre que la Torah elle-même, elle n'a pas écrit un Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque enfant, c'est différent. Puisque l'enfant, le défaut majeur de l'enfant, c'est quoi? Ben, c'est qu'il nous ressemble. Et en plus, plus il grandit, plus il nous ressemble. C'est insupportable. Un miroir qui parle. Ouais. Maintenant, nous, on n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que nous, on s'aime, nous, on se connaît, nous, on se respecte et nous, on se maîtrise. Donc, nous, comment on a fait ce travail? Ah, c'est ça que j'étais en train de dire. Merci. Heureusement, il y en a un qui suit. D'accord? C'est que, puisque nous, on est déjà sortis du labyrinthe, comme il dit le Messiah Tisharim, donc on connaît le chemin, donc on peut aider l'enfant à faire le même chemin. Mais le problème, c'est que tu peux l'aider à faire le même chemin, mais pas dans ton chemin. Vous me suivez ou non? Peut-être que toi, à l'époque, tu l'as fait à la fac, et lui, il va le faire à l'Yeshiva. Mais le même chemin. Toi, tu l'as fait dans les rues de Paris ou de Clichy-sous-Bois, et lui, il va les faire dans les rues de Bnei Brak ou de Beit Vegan ou de Cholon ou de Tel Aviv. Mais il va faire son chemin. Et dans ce chemin-là, il y aura des plus, il y aura des moins, il y aura des obstacles, il y aura des plaisirs, il y aura des joies. Et avec ça, il va traverser le chemin. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il traverse. Parce que c'est comme une tempête. C'est comme si quelqu'un il est sur un petit bateau, tranquille, en train de pêcher. Tranquille, tranquille. Et puis d'un seul coup, la radio, elle fait... Il allume la radio, on dit annonce de tempête, genre dans 20 minutes, vous allez avoir une vague de 60 mètres de haut qui va arriver. Le gars, il a un petit bateau de rien. Il dit, mais je vais mourir. Alors il appelle le garde-côte, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, écoutez, vous avez quoi comme bateau? Un cuirassé, un porte-avions? Il dit, non, une petite coquille de noix. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de solide sur le bateau? Eh ben, il y a juste la petite cabine de pilotage. Vous savez, les petits bateaux de pêche très courts, là, de 4 mètres de long, avec une petite cabine au milieu. Il a dit, ça c'est solide, c'est solide. Prenez les cordes les plus solides qui existent, attachez-vous là, et attendez que ça passe. Et priez, si vous connaissez une prière, priez. Exactement pareil. La vague, c'est la vague de l'adolescence, d'accord? C'est-à-dire c'est le travail, c'est l'obligation de faire des choix, de s'engager dans la vie, de choisir la bonne orientation, la découverte du sexe opposé, qui est un vrai problème, le conflit parental, les nerfs avec l'autre, le besoin d'exister, le kavod, la recherche de sa place, le conflit avec les frères, ça c'est la vague. Elle est très forte, elle est énorme, comme ça, voilà, waouh, ouais. Alors il dit, comment je vais faire pour survivre à une vague pareille? Il dit, accroche-toi à ce qui est solide. Qu'est-ce que tu as? Des valeurs? Ok. Tu as une croyance, une émouna? Magnifique. Tu as un cerveau? Oh, mais Bliainara, c'est optionnel. Extraordinaire, oui. D'accord. Et tu as une famille? Alors accroche-toi. Tu t'accroches à ta famille, tu t'accroches à tes valeurs, tu t'accroches à ta émouna et tu t'accroches à ton cerveau. Maintenant, vous avez bien compris que tous ces cordages avec lesquels l'enfant va s'accrocher, c'est vous qui lui avez fourni avant. Vous me suivez ou non? Maintenant, si vous l'avez tellement stressé que pour lui, la famille, c'est la Roma et qu'il rêve toute la journée de la quitter, il ne va pas s'accrocher à la famille. Si vous, depuis qu'il est petit, vous le traitez d'idiot, donc lui, il pense qu'il n'a pas de cerveau, donc il ne va pas utiliser son cerveau. Si vous ne lui avez pas donné des valeurs, parce que vous lui avez donné de la connaissance, mais vous ne lui avez pas donné de valeurs, oui, donc il n'en a pas. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et si vous ne lui avez pas donné la émouna, une émouna pshuta, pas une émouna compliquée de philosophie, de tchalouidi, une émouna pshuta,
C'est que naturellement, il lève les yeux vers le ciel. Naturellement, il embrasse la mezouza. Naturellement, il a une kippa sur la tête, il ne pense pas qu'elle doit être ailleurs. Ouais. S'il n'a pas ça, quand arrive la vague, on ne sait pas jusqu'où il va arriver. Vous savez que quand il y a eu le tsunami, il y a des gens, on ne les a jamais retrouvés. Donc l'adolescence, c'est comme un tsunami. C'est très très fort. Oui, parce que tout est mélangé à l'intérieur, et c'est la crise et la perte des repères. De toute façon, vous ne me comprenez pas. De toute façon, vous ne savez pas ce que je ressens. Et au fond, vous ne m'aimez pas. Et au fond, vous ne me vouliez pas. En plus, je suis le 14e de la famille. Je suis le 8e, je suis le 6e, je suis le 3e, je suis rien. C'est dur. Je vous dis, quand vous allez demander à un enfant, quand il aura 30 ans, et que vous allez lui demander de vous donner ses impressions de jeunesse, mettez un gilet pare-balles. Vous dites, mais je comprends pas, je t'ai payé les vacances. Ah, les vacances, c'était pourri. Tu mettais toujours les habits de mes frères. Et puis moi, tu m'as même pas demandé mon avis. Et toi, tu as fait tchouva, moi, je n'ai pas fait tchouva. Et moi, je vais être comme papy. Je vais être tranquille. Bon, je vois sur vos visages que vous en avez mangé déjà. C'est ça l'intérêt de la perruque, c'est qu'on ne voit pas les cheveux blancs. Ah, d'accord. Alors, non, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Alors, donc si c'est ça, ça vous dérange pas si on rigole un peu? Non, vous êtes certain, c'est pas une lévaya, c'est sûr, hein, personne ne va s'offenser. Non, il faut rigoler, c'est important. La vie est trop courte, et de toute façon, on va tous mourir. C'est pas grave. Rien qu'essayer de ne pas mourir de votre vivant, c'est ça qui est important. Ouais. Non, c'est vrai, les gens, ils sont vivants, c'est la mort, c'est trop difficile, j'arrive plus, je vais en finir, c'est trop dur, je suis dans la rate, je suis dans les nerfs. Les gens, ils sont morts avant la mort. Comment on appelle la mort avant la mort? Le remords. Il est mort et il remord. Et voilà combien il est mort. Donc c'est marqué ici que nous, on sait qu'on va accompagner l'enfant. Maintenant, la guerre principale, c'est quoi? Le Chovot Alvavot, il dit qu'il y a beaucoup qui ont fait la petite guerre, comme par exemple Alexandre le Grand, qui a conquis les 3/4 de l'Europe, mais il y a peu qui ont fait la grande guerre. Il dit, c'est quoi la grande guerre? C'est la guerre contre son Yetzer Hara, la guerre contre soi-même. Parce qu'en fin de compte, tout se résume dans une phrase des Chachamim. C'est marqué « Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro ». Qui est Gibor, qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, nous on sait, il s'appelle le Satan, il s'appelle le Malach HaMavet, il s'appelle la Touma, il s'appelle la Sitra Acha. Mais ça ne change rien, l'égoïme, il l'appelle la zone d'ombre, d'accord, le confort à la non-existence. Les non-religieux, ils vont dire le laisser-aller, l'autodestruction, la tendance schizophrénique chez l'homme. On peut le dire dans d'autres mots, c'est pas très grave. D'accord? Moi, je ne suis pas antisémite, j'ai tous les langages adaptés. Mais il faut savoir qu'il y a à l'intérieur de la personne une force qui n'est pas la personne. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que le Rav Dessler, il dit, étant donné que le Yetzer Hara vient à la naissance, mais que le Yetzer Hatov se révèle à la bar mitzvah. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Ça veut dire qu'à 13 ans, l'enfant, il a un Yetzer Hara de 13 ans et un Yetzer Hatov de 1 jour. C'est comme si tu mets un voyou de 13 ans, avec un couteau, avec une matraque, avec un jean serré, un blouson en cuir, un voyou, devant un bébé qui vient de naître. Il sort du ventre, tu l'as lavé, tu lui mets un petit pyjama, tu le poses par terre, tu dis « battez-vous ». Premièrement. Deuxièmement, le Yetzer Hara, comme il est devant la naissance, depuis la naissance, parce qu'à l'intérieur, la personne, au niveau du nefesh, en fait, il est fait en 3 parties. Il y a le jeu, le nefesh, le moi, le psy, le psychique, le lève, appelez-le comme vous voulez. Et là, il y a le Yetzer Hatov, et là, Yetzer Hara. C'est des tendances. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, étant donné que l'enfant, il est entre guillemets sous influence de son Yetzer Hara depuis la naissance, donc il y a un très très grand risque, il dit le Rav Dessler, d'identification. C'est-à-dire que l'enfant va s'identifier à son Yetzer Hara. Par exemple, quand il dit « je fais ce que je veux », ouais, en fait, quand il n'est pas construit, c'est pas lui. La preuve, c'est qu'après, il dit « c'était plus fort que moi ». Ouais. Il vole, c'est pas grave, tu voles, tu te fais attraper, tu prends une tréha, tu restes dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi. Première chose qu'il fait, tu m'écoutes mon fils, il y avait un seul pot de confiture. Il n'est plus à sa place. Toi, tu es assis ici, seul dans la maison, et en plus, tu en as tout autour de la bouche. Et en plus, il y a des caméras de vidéo installées. D'accord? Alors, comment tu peux dire c'est pas moi? C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant, oui. Quand vous le mettez en face d'une réalité qu'il n'arrive pas à assumer, il dit c'est pas moi. Quel que soit son âge d'ailleurs. Bon, vous verrez avec celui que vous avez épousé. D'accord? Mais c'est ça l'idée.
que l'enfant, en vérité, c'est pas moi. Mais Béhémet, c'est pas lui. C'est ça le problème. C'est que nous, on doit éduquer quelqu'un qui est caché derrière son Yetzer Hara. C'est ça le souci. En fait, on parle avec un absent. Encore avant-hier, j'étais à Los Angeles. Alors j'étais avec un jeune dans la voiture. Et je lui parle. Le gars, maintenant, il a 28 ans, mais il n'arrive pas à se marier. Mais ça fait 4 ans qu'il connaît la fille. Alors je lui dis, mais quel âge vous avez? Il m'a dit, moi, lui, il dit 28, moi, je dis 14. Il me dit, non, 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 28, 14. Genre, je suis malentendant maintenant. Ouais. Je dis, mais vous avez 14 ans parce que la fille, ça fait 4 ans que vous la connaissez. Ok, vous n'êtes pas super religieux, mais combien de temps ça met? Ouais, pour décider. Je dis, le problème, c'est que tu as un corps de 28 ans et un Isaïon de 28 ans et une question de 28 ans. Mais la réponse, elle est de 14 ans. Alors, quel âge tu as? 14 ou 28? Tu as 14. Parce que c'est ton âge mental qui compte, ton âge physique, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ouais, un porte-manteau pour accrocher les vêtements. Donc la question, c'est de savoir comment ça se fait qu'un homme de 28 ans, il réagit comme un enfant de 14 ans. Et une femme, c'est pareil. Ouais. Toi, maintenant, tu es en train de t'angoisser parce que tu as cassé un ongle et tu dois aller à la brit mila de ton fils. Mais ma chérie, tu as une fille anorexique. Tu ne crois pas que tu as des problèmes plus importants qu'un ongle? Ah, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à réfléchir. En plus, je trouve pas la jupe qui va avec le haut. Tu as une fille anorexique, c'est ça ton problème, la jupe. Mais mets un sac en plastique. Donc quand vous avez une question de 30 ans avec une réponse de 15 ans, c'est que la personne, elle a 15 ans. Maintenant, le problème, c'est comment on fait pour avoir 15 ans à 30 ans. C'est très simple. C'est que l'homme grandit grâce au Nisayon. La Torah, c'est très simple. L'école, c'est la vie. Le bon Dieu, c'est le proviseur. La Torah, c'est le programme. Les exercices, c'est les nisyonotes, c'est les épreuves. Les camarades de classe, eh ben, c'est des gens qui t'entourent. Et le professeur de travaux pratiques, c'est Yetzer Hara. C'est lui, restez calme. C'est lui. Ouh là là, j'ai que 40 minutes. Après, je m'en vais, vous applaudissez pendant une semaine. D'accord? Donc, le Yetzer Hara, c'est lui qui va te proposer les exercices pour que tu puisses acquérir les connaissances de la Torah sous la surveillance du proviseur. Ça va? Mais dans cette logique-là, que la personne, elle ne peut pas grandir sans épreuve. D'un autre côté, elle ne peut pas tomber sans épreuve. D'un autre côté, elle ne peut pas avoir de valeur sans épreuve. Donc on est pris. D'un côté, on ne veut pas d'épreuve. D'un autre côté, on ne peut pas grandir sans épreuve. Donc la logique, c'est quoi? C'est d'armer la personne au maximum pour qu'elle puisse surmonter l'épreuve. Comment on dit surmonter l'épreuve? L'idgaber. C'est quoi Adam Tsarich les idgaber? Un homme doit être mitgaber, ça veut dire il doit se renforcer, il doit maîtriser, il doit sublimer. En fait, les idgaber, ça veut dire liot gever. Maintenant, imata gever à Yetzer Hara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, l'Yetzer Hara, c'est un enfant. Si toi, tu es fort, la vie, elle est faible. Si toi, tu es faible, la vie, elle est forte. Ça veut dire que personne ne connaît le programme. Ok, on mange cachère, on met les tefilines, on est froum, on learn tous les jours. Mais au fond, on ne sait pas qu'est-ce que le bon Dieu il a prévu. Je sais, vous allez dire, lo alenu, simsilenu, tout. Ok, mais personne ne sait ce qui est prévu. Alors comment on peut faire? Vous suivez ou non? Alors les religieux, ils se renforcent dans la Torah. Les non-religieux, ils mangent des mezuzot, ils font des infusions de téphilines. Ils cherchent des ségoulottes. Mais écoutez-moi bien, personne ne connaît le programme. La maladie, elle peut toucher n'importe qui. La crise d'ado, n'importe qui. Le alenu, le goy, il peut taper à n'importe quelle porte. Tu dis le alenu, simsilenu, c'est pas possible, le mérite de mes parents, ma soeur, ma mère. Il n'y a pas. Vous avez tous autour de vous. Surtout aujourd'hui, c'est une épidémie. Donc vous savez très bien que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle rue de Beit Vegan, que vous soyez en bas ou là en haut. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on ne peut pas l'éviter, ce que vous pouvez faire, c'est fabriquer la personne qui va l'accueillir, qui se trouve accessoirement et de vous. Vous me suivez ou là? Oulala. C'est comme un couple. Moi, les jeunes couples, je leur dis, mettez de la Torah, mettez de la force, mettez de l'intelligence, de la finesse, de la douceur, de la gentillesse, de l'épanouissement, dans tous les niveaux. Parce qu'il va venir la tempête. Il va venir le quiproquo. Il va venir le petit mot de l'ennemi public numéro 1. Je ne l'ai pas dit. Mais vous l'avez pensé. Priez pour la longue vie de votre belle-mère.
Vous savez que Adam Arishon, on a fouillé dans tous les textes, il n'avait pas de belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire et je touche du bois. D'accord? C'est pas grave. Calmez-vous. De toute façon, c'est une histoire qui n'existe même pas. C'est un gars de chez nous qui a mal tourné. Eux, ils l'ont mis sur une croix, nous, on a fait une croix dessus. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais plus de quoi je parlais. Non, la feuille, elle sert à rien. J'ai commencé le cours à l'envers. Ah, la belle-mère, la pauvre. Nina. Ouais. Donc, vous avez compris, en fait. Ah oui, l'épreuve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas grandir sans épreuve. Impossible. D'accord? Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous proposer les épreuves au fur et à mesure. Ah oui, bien sûr. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, puisqu'on ne peut pas savoir quel est l'avenir, on peut se construire. Alors, les couples, je leur dis construisez, construisez, parce que comme ça, c'est comme une digue. Tu fais une digue pour protéger le village au bord de la mer. Maintenant, fais-la solide. Tu dis, mais attendez, tout ce béton, toutes ces pierres, tous ces rochers. Tu dis, on ne sait pas quel genre de tempête va arriver. C'est pareil, toi aussi tu dois te construire, tu dois être forte, tu dois être claire, tu dois être bien, tu dois être heureuse, tu dois être épanouie, tu dois être remplie d'énergie, tu dois avoir des réserves personnelles incroyables. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Donc les gens des fois qui sont trop fragiles, vous savez, je vois des gens qui craquent. Alors les gens ils me disent, mais Ben Chetrit, mais vous ne la connaissez pas, c'est une femme forte, c'est une femme extraordinaire, il faut voir toutes les mises-votes qu'elle a fait, tous les gens qu'elle a ramenés. Comment c'est possible qu'elle a une épreuve, elle est devenue, elle qui était une fille de famille, elle est devenue une fihala. Je lui dis, c'est très simple. C'est pourquoi? Parce qu'elle a fait beaucoup de choses, mais elle est devenue personne. Elle est devenue personne. Ça veut dire que si je n'utilise pas ma réalité pour devenir fort, et Gibor, c'est Gever, alors je reste fragile. Malgré que j'ai des mérites extraordinaires, malgré que j'ai des mezuzot à $400, malgré que mon mari il a un talit qui peut couvrir tout Beit Vegan avec, si tu t'es pas construit, tu n'es pas construit. Vous me suivez ou non? Les midot, c'est pas des miracles. Les gens ils espèrent, les Hashem, par le sroud de la mezouza. Non. Les midot, il faut travailler. Ouais. La Emouna, il faut la construire. Rav Dessler, il dit Emouna, c'est avodat midit. C'est un travail perpétuel. Tu dis, mais bah, Hashem, mais tu rigoles, mais tu sais qui on est, mais tu sais qui on connaît. Moi, je sais pas, moi. Même une chaise, vous pouvez la mettre à côté de Rav Shach. Pourtant, c'est une chaise. Mais si toi, tu as profité de la présence du Rav pour devenir un peu mieux que ce que tu es, là, ça justifie la présence, la proximité. Donc ça veut dire qu'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se construit, une femme, elle se construit justement pour les tempêtes. Maintenant, si vous êtes trop fort, c'est pas grave. C'est comme un peu dans les arts martiaux. Les gens qui savent se battre ne se battent jamais. Le gars, il a fait 14 ans de karaté, il s'est jamais battu. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fort qu'il a compris que c'est pas important de se battre. Et l'autre, il le voit tellement sûr de lui qu'il dit c'est pas la peine de l'attaquer. Ben, c'est exactement pareil avec le Yetzer Hara. Quand on fait notre travail, d'accord, qu'on se construit, qu'on est fort, vous avez compris maintenant, c'est Gever. Gibor, c'est Gever. Ezé ou Gibor, c'est quoi Ezé ou Gibor qui est le fort? C'est-à-dire celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est celui qui te propose d'être un enfant. Donc quand toi, tu vas être un adulte, lui, il n'a plus de force. Est-ce que vous vous bagarrez avec un enfant? Une fois, une femme, elle m'a téléphoné, elle m'a dit Rabben Chetrit, je n'en peux plus, ma fille me pousse au divorce, elle veut me détruire mentalement, il faut voir l'énergie négative qu'elle me renvoie, elle me regarde de haut, elle me détruit. Je dis attendez, mais quel âge est là votre fille? Elle m'a dit 4 ans et demi. Je dis mais c'est pas possible, 4 ans et demi, mais comment elle vous regarde de haut déjà? Elle fait 40 cm. Elle m'a dit elle a une personnalité. Déjà, c'est tout le visage de la femme de la mère de mon mari, donc c'est... Non, j'exagère. Vraiment, je vous remets une couche. Mais des blagues sur les beaux-pères ne font marrer personne. Bon, donc... Mais alors, c'est quoi l'idée? J'ai dit, mais madame, c'est pas possible que vous rentrez en concurrence avec une enfant de 4 ans et demi. Parce que pour être en concurrence, il faut être au même étage. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il faut avoir le même âge. Parce que quand tu as 34 ans, d'accord? Donc, ça veut dire que tu as 30 ans de différence. Donc, tu as 30 ans de hauteur. C'est comme si tu es en haut d'un immeuble de 30 étages et il y a un gars en bas qui t'insulte. Mais tu l'entends même pas. On dit en français, tu es au-dessus de ça. Mais si toi, tu n'es pas au-dessus, tu es même au même niveau, et c'est pas seulement que tu l'entends, mais que ça te déstabilise, et que ça te détruit, et que ça t'influence, tu dois réfléchir.
quel âge tu as. Rappelez-vous le principe émis à l'époque par le Rav Ben Chetrit, si vous l'avez connu, ouais. Il a dit le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Le degré de... Bon, je répète pour les gens qui ont eu beaucoup de grossesse. Donc non, il paraît que ça agit sur le mental. Quand il y a un trou dans le mental, ça s'appelle les mentales. C'est connu en Suisse. D'accord? Non, je rigole. Mais si peu. D'accord? Mais alors, donc, le degré de pénétration des agressions extérieures, il y a des agressions extérieures. Maintenant, pourquoi elles rentrent chez moi? Dépend du vide intérieur. C'est quoi le vide? C'est que je n'ai pas construit ma personne. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, si je suis personne, je ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne, alors qu'au fond, je sais que je suis personne. Maintenant, il faut que la personne, elle le sache. Mais si la personne, elle se ment à elle-même, d'ailleurs, on le dit personnellement, donc elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle est vide, et donc elle passe sa vie à faire du rebond. Parce que comme il n'y a personne à l'intérieur pour accueillir l'épreuve, donc elle est obligée de faire un transfert de culpabilité qui dégénère en transfert de responsabilité, de toute façon tout est de ta faute. Et à la fin, c'est un nouveau mot que j'ai été obligé d'inventer parce que les livres, ils ne sont pas arrivés là, un transfert d'existentialité. Ça, c'est des gens qui vous obligent à exister à votre place, à leur place. Ouais. Eh ben, t'as qu'à le faire toi. Comment je vais le faire moi? Moi, j'ai mon rôle de mère, toi, t'as ton rôle de père. Mais c'est toi qui as l'examen, c'est toi qui va à l'école, c'est toi qui va au travail, c'est toi qui va défendre ta cause. Tu veux que je le fasse à ta place? Tu fais un transfert d'existentialité, tu veux que j'existe à ta place. Mais si je vais exister, dans le cas où c'est possible, c'est pas possible parce que Colloir de Mazalo, d'accord? Chacun son mazal, donc je ne peux pas exister à ta place. Mais même si je le faisais, ça poserait une vraie question, c'est pourquoi tu existes, toi? Parce que j'existe à ta place. Donc on a dit Zéou Gibor Akovesh et Titzro. Gibor, c'est Gever. Gever, c'est quoi? C'est fort. Gibor, c'est fort. Maintenant, regardez, je vous résume en 3 mots, vous allez tout comprendre. Tu es fort. Tu es fort. Tu, T-U, E-E-S, fort, F-O-R-T. Ça va? Je sais que vous avez quitté la France il y a longtemps, donc je suis obligé. En France, je suis encore plus obligé, puisque maintenant, la première langue, c'est l'arabe. D'accord? Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Mais bon, je sais que ça a l'air débile de vous épeler tu es fort. Mais pourquoi je l'ai éplé? Parce qu'en fait, il faut écrire tu, T-U, et fort, E-2-F-O-R-T. Pas tu es fort. Parce que tu es fort, c'est tu, c'est toi. Et c'est quoi? C'est l'énergie que tu véhicules et qui va véhiculer tes projets. C'est être. Et fort, c'est l'objectif à atteindre. Et l'état qui est nécessaire. Mais des fois, le chemin, il est tellement long que tu te perds en chemin. Parce que tu es tellement dans le ES, que tu oublies d'atteindre l'objectif fort. Ouais. Et c'est dans le ES qui t'attend, le Yetzerara, qui dit à quoi ça sert. De toute façon, regarde, l'autre ment et ça marche très bien pour elle. Et toi, tu veux être sincère et ça marche pas. On te prend pour une idiote. On te dit que tu dis n'importe quoi. Donc c'est difficile d'être. Alors moi, je te dis un secret. Au lieu de marquer tu es fort en 3 mots, tu marques tu es fort en 2 mots. Tu, toi, est fort. Toi est fort. Comme toi, Jen, moi, Tarzan. Ouais. Maintenant, quand toi, tu t'assimiles à l'effort et que tu enlèves le « et », ça s'appelle en hébreu que tu as enlevé le « et », le « es », tu l'enlèves. Et le « es », c'est le ratson, et le ratson, il vient du nefesh. Ouais. Ça s'appelle Messirut Nefesh. C'est ça, Messirut. Messirut Nefesh, Rabbi, c'est... Non. On est né au Maroc, c'est pas la peine de... D'accord? Donc, la Messirut Nefesh... Rav Galinsky l'a dit, c'est très simple. Tu prends le nefesh, tu le mets de côté. C'est comme si toi, tu dois préparer Shabbat. D'accord? Encore un Shabbat. Vous savez que le Shabbat a un défaut majeur, c'est qu'il tombe chaque Shabbat. Donc il y en a qui ont la hantise de la salade cuite, du poisson frit, comme ça leur fait des démangeaisons. Ouais. Alors comment tu fais? Alors ma mère, elle a dit ça à ma femme. Elle a dit, ma fille, quand tu es fatigué, c'est difficile, comment tu vas faire Shabbat? Alors ne fais pas Shabbat. Ne fais pas. Rien que commence à couper un oignon. Tu prends un oignon, tu commences à couper l'oignon. Après, tu dis, bon, pendant ce temps-là, je vais faire griller les poivrons. Après, tu décongèles le truc. Après, tu fais monter la pâte. Et à la fin, tu as fait Shabbat. Vous savez ou non?
Mais si tu dis, quoi, encore une salade, encore une deuxième, encore une troisième, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien de faire 12 ou 14 ou 19 salades, puisque le mari demande toujours la salade qu'il n'y a pas. En fait, un enfant, c'est un futur adulte. Donc on doit lui donner tout ce qu'il aura besoin pour rentrer dans le monde des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin un homme? Un homme, il a besoin d'émouna. La émouna, il y a deux parties dans la émouna. Une émouna en Hachem et une émouna en soi. Maintenant, le réceptacle, le bet qui boule de la émouna en Hachem, c'est la confiance en soi. Vous me suivez ou non? Donc l'enfant, je dois lui donner un amour de lui-même, une respectabilité, une valorisation, je dois le faire. Et si j'ai peur, mais pour sa gava... Ouais, tu dis, oui, mais moi, ma mère, mon père, il m'a cassé. Ben oui, c'est pour ça que tu as fait pipi au lit jusqu'à 19 ans. D'accord? Non, les parents, ils doivent donner des forces aux enfants. On n'est pas dans une génération où les enfants, ils partaient à 14 ans, à 11 ans, dans la neige pour aller étudier la Torah. Non, c'est fini, ça, vous gardez ça pour les livres de l'époque. Aujourd'hui, ils sont pas forts, ils sont faibles. Oui, ils sont pas assez concentrés, ils ont du mal à s'asseoir. C'est-à-dire, devant un film, ils peuvent rester 1 heure et demie, mais devant une Guémara, ils n'arrivent pas à rester 5 minutes. Il te dit, je suis hyperactif, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me réaliser. Vous connaissez ce discours, d'accord? Il dit, c'est quoi l'idée? C'est que nous, on va donner à l'enfant les outils pour qu'il puisse traverser cette mer. Alors, je vous résume, comment on fabrique un pilier? Vous savez, un pilier, quand vous allez dans un parking d'un immeuble, il y a 20 étages. Et au parking, il y a des piliers. Tu dis, mais il y a 20 étages, vous savez, c'est des milliers de tonnes, de dizaines, de centaines de milliers de tonnes de béton qui tiennent sur des piliers. C'est quoi un pilier? Alors, comment on fait un pilier? Vous prenez un cadre en bois, d'accord? 4 côtés, des planches pourries. Vous savez, ils prennent des planches pourries, ils font une plaque, 2 plaques, 3 plaques, 4 plaques, ça fait les 4 côtés. Et ils les attachent ensemble. Donc ça c'est le cadre dans lequel on va mettre le pilier. Ensuite, vous mettez des barres de fer. Des barres de fer qui font toute la longueur du pilier. Ensuite, vous coulez à l'intérieur du béton armé. C'est du béton qui contient du gravier. Il y a du sable, du ciment et du gravier. C'est très, 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 très dur. Ensuite, vous faites vibrer le béton. On met un appareil dedans, ça fait vibrer le béton. Pourquoi? Parce que quand le béton il est vibré, en fait, tout l'air qui est à l'intérieur, il sort. Parce que l'air dans le béton, quand le béton il sèche, ça fait une fente, ça fait une faille. Vous suivez ou non? Et quand le béton il est bien tassé, on le laisse sécher pendant 21 jours. C'est exact, ça c'est l'ingénieur béton qui vous parle, d'accord? J'ai reçu d'un ingénieur béton. Maintenant, quand on fabrique un couple, quand on fait teshuva, quand on est à la yeshiva, quand on passe la crise d'adolescence, quand on éduque un enfant, c'est exactement le même principe. On va fabriquer un pilier. Le cadre, c'est quoi? C'est son milieu, son père, sa mère, son rave, ses amis. C'est le cadre. Il faut un cadre. S'il n'y a pas de misguérette, c'est dangereux. Quand l'enfant il dit, écoute, maman, je vais quitter la yeshiva, je vais réfléchir. Ou il dit, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, je vais faire du business. Il ne peut pas sortir. Il a besoin de la misguérette. Il a besoin du cadre. Après, dans ce cadre, il faut mettre des barres de fer. C'est quoi les barres de fer? C'est les résolutions. Elles vont d'un bout à l'autre. Il faut que l'enfant il ait des objectifs clairs. Donc depuis qu'il est petit, quand il est petit, on lui raconte des histoires de tzadikim. Après, quand il a 12-13 ans, on lui fait des machalim de la vie. D'accord? Et quand il a 18 ans, on lui parle la réalité. Voilà comment c'est mon fils. Voilà, moi aussi, c'était pas facile. Moi aussi, c'était pas simple. Mais j'ai travaillé, j'ai construit. Les valeurs, elles sont là. Donc, on lui donne ces barres de fer qui vont d'un bout à l'autre de son âge, de sa vie, en fait. Ouais. Ensuite, on met le béton dedans. C'est quoi le béton? C'est la Torah. Mais il faut du béton armé. D'accord? Ça veut dire une Torah qui est remplie de Hirat Shamaim, une Torah qui est remplie de conscience, une Torah qui est remplie de maturité. Faites très, très attention. On vend des produits, des fois, qui ne sont pas adaptés. Vous savez, un steak de 600 grammes, c'est très riche en calories. Mais si vous le donnez à un bébé de 8 jours, même si vous appuyez très fort sur le biberon, ça ne marche pas. Et Rav Wolbe, il dit « Emet chez nomatim ki mat sheker ». Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc faites attention de parler à vos enfants dans leur langage, dans leur âge, adapté. Mais si tu fais un copier-coller et que ce n'est pas adapté, ça va faire l'effet inverse. Ah maintenant vous allez dire, mais comment je vais m'adapter? Mais toi tu es déjà passé par son âge. Que lui, il soit adapté à toi, c'est un miracle. Parce qu'il n'est pas passé par ton âge. Mais que toi tu sois adapté à lui, ça devrait être normal puisque tu es passé par son âge. D'accord? Et ensuite vous faites vibrer le béton. Ça veut dire quoi? Il faut une Torah avec la simcha. Ouais.
il faut la farha. Il faut rigoler avec eux. Les filles, il faut les draguer. Il faut draguer les filles. Les garçons, il faut les encourager. Il faut être avec eux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la vibration, elle va enlever toutes les bulles d'air. Les bulles d'air, c'est les passages à vide. Oh, ben, c'est pas grave. Écoute, il me comprend pas. C'est pas grave. C'est difficile. Il me comprend pas. Il m'a engueulé pour rien. Il s'est trompé. Il m'a frappé alors que c'était mon frère. Toutes ces bulles d'air, faites attention parce que ces bulles d'air aujourd'hui, c'est rien. Mais quand il va sécher, ça va faire des failles. Et après, quand il est bien tassé le béton, et vous attendez qu'il sèche. Il va falloir attendre un moment. Ne commencez pas à exiger de lui une maturité qu'il n'a pas l'âge. Peut-être des fois, ça sera à 20 ans, des fois à 22 ans, des fois, c'est après 2 ans de mariage, il vient, il dit « Papa, j'ai compris ». Des fois, après, à la naissance du 2e enfant, il te dit « J'ai compris ». Ça prend du temps. Ouais. Et après, quand le pilier est fini, vous pouvez enlever le cadre. Oui, il peut vivre à Bnei Brak, et il peut vivre à Shanghai. Et il peut vivre à Paris, il peut vivre à Los Angeles, il va rester avec sa Frankheit, avec son équilibre, avec son autonomie, il n'y a pas de problème. Parce que le pilier, il a été bien fait. Maintenant, la fabrication du pilier, vous avez compris, c'est n'importe quelle démarche de fabrication de n'importe quoi dans la vie. Parce que ta tchouva, tu l'as fait sur ça, ton couple, tu le fais de cette manière, l'éducation de l'enfant, c'est pareil, la création de ton magasin ou ton projet pour devenir Rosh Yeshiva, c'est la même chose, tu vas suivre pareil. Il faut un cadre, des résolutions, du béton, laisser sécher, et ensuite enlever le cadre. Maintenant, on souhaite, Bezrat Hashem, que vous soyez à la hauteur. Moi, déjà, j'ai dit des choses qui sont plus grandes que moi. Moi, je n'ai pas vraiment fait la feuille parce qu'il y avait 3 à dire, mais j'ai 2 choses à vous dire, très importantes. Premièrement, on vous a distribué un CD. Ce CD, il est gratuit, parce qu'on a vu que le gratuit, ça part beaucoup mieux que le payant. Je ne sais pas si c'est juste dans la communauté, mais d'accord. Deuxièmement, on a amené avec nous quelques livres. Je sais que peut-être que vous les avez. Il y a des gens qui me disent, mais Rav, je l'ai. Je dis, mais ce n'est pas une mezouza, il faut le lire. Donc ils sont à l'extérieur, ils aident beaucoup de gens. Il y a des médecins qui les donnent à la place des antidépresseurs. Il m'a dit laisse tomber, prends ça et ça va aller. Ouais. Et deuxièmement, le plus important, ici vous savez qu'on est dans une journée Idabrout. Idabrout, c'est une très très grande organisation qui fait des choses extraordinaires. Et c'est normal puisque la personne qui est à la base, le Rav Zamir Cohen, c'est quelqu'un de tellement grand, tellement énorme. Donc aujourd'hui, ils ont organisé ça. Sachez que c'est pas facile. Moi, je suis depuis 25 ans dans le Zikouï Arabim. C'est pas facile de faire une grande journée comme ça. Ils font plein d'activités, ils ont plein de projets, des Shabbatot, encore des conférences, encore des implications, parce qu'ils ont compris que le public français, il a vraiment besoin d'être accompagné, besoin d'être aidé, même si Baruch Hashem, on est froum, et même si on l'est moins. Moi, je parle dans tous les milieux. Des fois, c'est compliqué de parler la veille à Bnei Brak, à Diavrechim, et le lendemain à Tel Aviv, où des gens, le téléphone, il sonne pendant Shabbat. C'est compliqué. Mais c'est tous des Bnei Israël. On les aime tous. Ouais. Hachem, il nous aime tous. Pourquoi nous, on ne va pas aimer des autres? On ne peut pas être plus antisémite que Dieu, quand même. C'est impossible. Ouais. Et Hachem n'est pas antisémite, de ce que je me rappelle. D'accord? Donc, ce que je vous souhaite, c'est que chaque fois qu'il y aura Idabrout qui fera appel à votre participation, ben soyez là, développez, aidez-les à grandir. D'accord? Même financièrement, ce que vous pouvez faire, faites-le. Parce que c'est une grande organisation. Et encore une fois, ce n'est pas la taille et les prospectus et les affiches et rien. C'est qu'au départ, il y a une Messirut Nefesh. Et c'est ça qui fait avancer tout. C'est-à-dire que vos enfants ne seront pas des bons enfants parce qu'ils ont été dans la bonne école, ou la bonne yeshiva, ou le bon milieu, ou parce qu'ils avaient une belle maison. C'est parce que vous avez fait Messirut Nefesh pour eux. Maintenant, si vous trouvez une solution pour éviter de faire des efforts, eux aussi, ils ne feront jamais d'efforts. Mais quand vous trouvez toutes les opportunités de faire des efforts, alors vous faites Messirut Nefesh. Et quand on fait Messirut Nefesh, ça veut dire qu'on met son Ratson. Et le Ratson, il vient de la Neshama. Ça veut dire que chaque acte que vous faites en faisant un effort, vous associez Dieu avec. Et quand vous avez vendu à Dieu 50% de la société, vous croyez que ça va être difficile, le business? Par contre, si vous le faites sans la Emouna, parce que vous n'êtes pas religieux, ou si vous le faites sans la Emouna, parce que vous croyez que vous êtes religieux, Hachem, il n'est pas dans le Makom. Et si Hachem n'est pas dans le Makom, lo Aleinu, ça va être très très difficile. Ouais. Donc je vous souhaite beaucoup d'Aslacha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de simcha, que vous amenez tous vos enfants à la choupa, Bekdusha ou Betahara, Bli Yetzerara, Bli Touma, Shakol Yavo Bishara Tova Muslachat Vechen Yirason Velomar Amen.